3 jours de deuil national décrété au Burkina Faso après l'attaque terroriste qui a visé un hôtel et un restaurant de Ouagadougou. Le dernier bilan fait état de 29 morts, une trentaine de blessés. De nombreuses questions qui restent en suspens, notamment sur l'identité des victimes que l'on découvre au fil des heures. Léa Berdugo. L'attaque est d'une ampleur inédite dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Près de 30 personnes sont mortes dans l'assaut contre un hôtel et un restaurant de la capitale. Près de 48 heures plus tard, les rescapés sont encore sous le choc. Ça tirait de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, il ne blaguait pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. C'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Les victimes seraient de 18 nationalités différentes. Parmi eux, 6 Canadiens, 2 Suisses, 1 Américain, mais également 2 Français et un Portugais résidant en France. L'attaque a été revendiquée par AQMI, qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Le ministre de la Sécurité intérieure annonçait samedi dans la soirée que les corps de 3 djihadistes avaient été identifiés. Ils ont péri durant l'assaut mené par les forces de l'ordre du Burkina Faso. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des femmes effectivement parmi les assaillants. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Le groupe Al-Mourabitoun avait déjà revendiqué l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre dernier, qui avait fait près de 30 morts. Et je propose à présent d'écouter ce témoignage, celui d'Angélique Basto, la fille d'Antonio Basto, l'une des victimes de l'attaque. Son père résidait en France. Voici comment elle a appris la terrible nouvelle. Dès le matin, on a su qu'il s'était passé quelque chose au Burkina Faso. Mon père était là-bas pour le travail. Et on a essayé d'appeler les hôpitaux, etc. l'après-midi pour savoir s'ils avaient son nom quelque part. On n'a pas trouvé. C'est l'ambassade qui a fini par nous appeler à 18h pour nous confirmer sa mort. Est-ce que votre père vous avait déjà fait part d'inquiétude qu'un tel scénario pouvait se produire? Est-ce qu'il était inquiet quant à d'éventuelles attaques sur place, là où il travaillait? À chaque fois, il partait dans des endroits terribles. Il n'était jamais confiant. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario, mais il n'était pas très serein, c'est certain. Qu'est-ce qu'il faisait sur place? Votre père, vous nous disiez qu'il travaillait sur place? Oui, en fait, j'aime à dire qu'il était manutentionnaire de l'extrême. C'était quelqu'un qui déplaçait des centrales électriques, des réacteurs de fusée, des moteurs de bateaux. Et là, en l'occurrence, je pense il me semble que c'était une centrale électrique. Il était là pour aider les gens. Alors Angélique, on vous entend, évidemment, le choc est encore vif. Vous avez été prise en charge par les autorités françaises, par une cellule de psychologie? On a eu le Quai d'Orsay au téléphone hier soir. Qui, bien sûr, nous a dit qu'il nous accompagnait dans nos démarches. On est pris en charge sur le désir par une cellule psychologique. Lundi, maman et mon petit frère de 6 ans vont aller voir un médecin parce que je pense qu'ils en ont besoin. On a le ministre des Affaires étrangères du Portugal qui nous a appelés ce matin pour nous faire part de leurs condoléances. Pour l'instant, très honnêtement, on ne sait pas où on va parce qu'on ne s'attendait pas à une si terrible nouvelle. On est un peu dans l'inconnu et on attend. Et son ombre plane sur cette attaque de Ouagadougou. Le nom de Mokhtar Belmokhtar, l'ennemi numéro 1 dans le Sahel, refait à nouveau surface. Son groupe a revendiqué les attaques, mais le sort de ce chef djihadiste algérien reste incertain. Sa mort avait été annoncée plusieurs fois, mais elle a toujours été démentie. Maël Benoliel nous dresse le profil de ce chef djihadiste algérien qui est toujours introuvable. Il a été déclaré mort à plusieurs reprises ces dernières années et pourtant,
Mokhtar Belmokhtar, né en Algérie il y a une quarantaine d'années, est le cerveau présumé des attaques sanglantes du Burkina Faso. C'est en tout cas le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, dont il est à la tête, qui a revendiqué l'attentat, dans lequel au moins 28 personnes ont été tuées. Celui qui a été surnommé le Borgne après avoir perdu un œil lors d'une mauvaise manipulation d'explosifs a tout appris d'un certain Oussama Ben Laden. Dans les années 80, il prête allégeance à Al-Qaïda, avec qui il combat en Afghanistan contre les soviétiques. Dans les années 90, il retourne faire le djihad dans son pays natal. Là-bas, il sera condamné 2 fois à la peine de mort pour ses activités terroristes, avant de quitter AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb en 2012, après un conflit avec le leadership local. De là, il devient le chef d'Al-Mourabitoun, toujours affilié à Al-Qaïda, mais qui opère surtout en Afrique de l'Ouest. Mokhtar Belmokhtar a toujours préféré des attaques de grande ampleur à de petits assauts. C'est lui qui est derrière l'attaque du complexe gazier d'In Amenas en Algérie en janvier 2013. C'est encore lui qui a revendiqué l'attaque du Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Son mouvement terroriste s'oppose à Daesh qui lui a déjà fait perdre de nombreux combattants dans la région. Et dans cette région, justement, les groupes terroristes rivaux n'hésitent pas à jouer la surenchère pour marquer leur territoire. AQMI, qui a revendiqué l'attaque, et Daesh se livre à une lutte d'influence. Le point sur cette course à l'horreur, c'est avec Mathieu Guider, islamologue, spécialiste de géopolitique et d'histoire immédiate du monde arabe et musulman. Oui, je crois que cet événement montre une fois de plus, depuis le mois de novembre avec l'attentat du Mali à Bamako, on a vu déjà l'affirmation d'une compétition, d'une concurrence entre les deux organisations. Cette compétition n'est pas restreinte à l'Afrique, on la voit également tous les jours au Yémen, entre la branche d'Al-Qaïda au Yémen, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique sur place. On la voit également en Asie avec la compétition entre les deux organisations également. Et puis le territoire africain, aujourd'hui, est devenu la nouvelle base d'affrontement. Cela est dû au fait qu'en 2015, l'État islamique a développé sur ce continent plusieurs filiales et plusieurs groupes qui l'ont rejoint. On pense notamment au groupe du comité des Chebab libyen qui a rejoint le groupe sous la dénomination de la province libyenne. On pense également au groupe, à une brigade d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a rejoint l'organisation sous le nom de soldats du califat en Algérie. Et puis, bien sûr, il y a Boko Haram qui a rejoint, qui a fait allégeance à l'État islamique en 2015. Toute cette offensive en Afrique a entraîné de la part d'Al-Qaïda une réaction qui s'est traduite d'abord par la réintégration de Mokhtar Belmokhtar, son groupe Al-Mourabitoun, comme une brigade au sein d'Al-Qaïda, et puis avec des actions, un alignement sur le mode opératoire, sur le type d'action mené par l'État islamique pour éviter que les combattants, les djihadistes, n'aillent rejoindre l'État islamique. C'est une manière de leur dire, si vous voulez faire ce type d'action, nous sommes capables de le faire, restez chez nous, n'allez pas voir l'État islamique.